toutes et à tous et bienvenue à l'activité alphanumérique sécurité en ligne, trucs et astuces. Dans l'activité d'aujourd'hui, nous allons discuter sur la sécurité en ligne pour définir un petit peu qu'est-ce que c'est. Ensuite, nous verrons comment on protège ces appareils, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Puis nous verrons comment protéger notre navigation sur le web, étant donné que plusieurs sites tracent notre activité. Et enfin, nous verrons comment protéger nos communications sur le web. Alors pourquoi se soucier de notre sécurité en ligne et pourquoi vouloir protéger nos données personnelles? En général, on souhaite bien sûr protéger nos données personnelles pour des raisons de sécurité comme l'usurpation d'identité ou bien le vol de nos informations bancaires. Cependant, on a aussi le droit de protéger nos données personnelles pour des raisons politiques et éthiques. Au terme de l'atelier, nous allons comprendre un peu mieux pourquoi. En bref, le monde du numérique est devenu au fil du temps un espace de vie où les personnes s'amusent, s'instruisent, échangent des idées et tissent des liens sociaux, comme les parcs, les terrains de sport, les bibliothèques ou les cinémas. Le numérique est devenu un espace public. Toutefois, contrairement aux espaces publics comme les parcs, le monde du numérique est gouverné par des compagnies privées, ce qui en fait un espace dans lequel nous pouvons nous sentir vulnérables. Nous avons donc le droit de revendiquer des espaces publics en ligne où nous nous sentons en contrôle de nos données, de notre identité et de nos communications. Et plus on contrôle notre sécurité en ligne, mieux on comprend le fonctionnement d'Internet. On peut donc encore mieux assumer notre rôle de citoyen-citoyenne numérique. Il ne faut pas s'inquiéter plus que nécessaire lorsque l'on parle de sécurité en ligne et de protection des données personnelles. Le niveau de protection que l'on adopte doit rester cohérent avec le niveau de risque qui est encouru. Par exemple, une personne activiste recherchée et mise sur écoute par les services de police de son pays ne protégera pas sa boîte courriel de la même façon que mon ami responsable du club de bingo de son village. À part si bien sûr le responsable ou la responsable du club de bingo s'avère être une personne activiste très recherchée. Ainsi, avant d'envisager une solution de protection, il est nécessaire d'estimer le niveau de risque encouru. Un moyen simple permettant d'évaluer un risque est d'estimer combien il y a de chances que la catastrophe se produise, et si la catastrophe se produit, à quel point est-ce grave. Le risque correspond à la combinaison de ces deux informations. Dans le cas du numérique, on pourrait considérer l'accès libre d'une personne inconnue à notre compte bancaire comme un événement d'une gravité extrême. En parallèle, transporter notre téléphone intelligent partout avec nous nous offre une grande probabilité que le téléphone soit perdu ou récupéré par quelqu'un d'autre. Ainsi, imaginez une personne qui aurait installé l'application Desjardins sur son téléphone, aurait demandé à l'application de mémoriser ses mots de passe et identifiant Desjardins pour accéder à son compte plus rapidement, et aurait désactivé la protection de son appareil car trop fatigué de mettre son mot de passe sur son téléphone à chaque fois. Donc dans ce cas, si le téléphone est récupéré par une personne mal intentionnée, celle-ci pourra activer le téléphone, aller dans l'application Desjardins et se faire un virement Interact du montant souhaité. Dans cet exemple, le risque encouru est donc très élevé. Il s'agira donc d'envisager des solutions pour diminuer ce risque, comme par exemple mettre un mot de passe à son téléphone ou empêcher son téléphone de sauvegarder les identifiants Desjardins. Au final, le but de l'activité d'aujourd'hui n'est pas de vous convaincre d'utiliser tous les outils de protection qui existent. Au contraire, lorsqu'on utilise un moyen de protection qu'on ne comprend pas, on est bien moins protégé car on risque de faire des erreurs, voire même perdre l'accès à certains comptes. Le but d'un outil est toujours de nous faire sentir en contrôle et non plus anxieux ou plus anxieuse. Donc le plus important, c'est de se sentir confortable avec les moyens qu'on choisit pour sécuriser nos activités numériques. Vaut mieux utiliser moins d'outils de protection et bien comprendre leur fonctionnement que d'en utiliser beaucoup sans savoir comment elles fonctionnent. Voici les 3 principales familles de types de données personnelles à protéger. En premier lieu, nous avons les données conservées dans notre appareil, qui peut être un téléphone, une tablette ou un ordinateur. En deuxième lieu,
vos activités en ligne que vous ne souhaitez pas partager. Par exemple, des achats en ligne, des clics, des mentions j'aime, des lectures d'articles et d'autres encore. Et enfin, ce que vous communiquez volontairement en ligne, par le biais d'un réseau social par exemple. Nous allons commencer par vous présenter les solutions de sécurité correspondant à la protection des données enregistrées dans votre appareil. On entend ici tout appareil numérique comme un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Avant de mettre en place des solutions très sophistiquées de protection, il est important de garder à l'esprit que vos données personnelles ont beaucoup plus de risques d'être volées lorsque votre appareil n'est plus en votre possession. Cela peut paraître un peu simplé, mais cela arrive à beaucoup d'entre nous de perdre son téléphone, par exemple. En fait, c'est 44% des propriétaires de téléphone qui vont le perdre au moins une fois. Et dans les faits, 40% des gens le perdent dans un endroit public, comme un parc ou bien un restaurant. 27% des gens le perdent dans les bars ou les boîtes de nuit. Et depuis 2007, les Britanniques ont perdu plus de 98 millions de téléphones intelligents et les 25-35 ans sont ceux qui sont le plus concernés par cette perte. Il peut donc être sécuritaire de ne pas sortir son appareil si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, nous ne sommes pas obligés de sortir notre téléphone au restaurant, parce qu'on peut le déposer sur la table et l'oublier plus facilement, comme on n'est pas obligé de filmer un concert. Ensuite, on peut enregistrer les données de notre appareil, les photos, musique, texte, dans un lieu sûr tel que une clé USB, un disque dur externe, un deuxième appareil ou bien dans un service infonuagique. De cette manière, on s'assure de ne pas perdre nos données si on perd notre appareil. C'est ce que certaines personnes appellent des backups. Finalement, on peut localiser son appareil s'il est perdu et même paramétrer son verrouillage pour le rendre inaccessible à une personne mal intentionnée. On peut faire ça en allant modifier nos paramètres, réglages ou System Preferences de notre appareil, ce qu'on va introduire à l'instant. Trop souvent, on est propriétaire d'un appareil et on n'a jamais été voir ce qui se trouvait dans les paramètres. Les paramètres, réglages ou System Preferences sont toujours affichés au moyen d'un logo ayant l'air d'une roue d'engrenage. Ils sont disponibles sur absolument tous vos appareils puisqu'ils sont le cœur même du contrôle de votre appareil. Les menus comme affichage, Touch ID, confidentialité, sécurité et mot de passe sont directement reliés aux options de sécurité de votre appareil. Dans affichage, vous pouvez régler le temps que prend votre appareil pour se mettre en veille et redemander le mot de passe. Dans la section mot de passe, vous pouvez demander à votre appareil d'automatiser vos mots de passe ou non. Et dans Touch ID, vous pouvez gérer combien d'empreintes digitales votre appareil reconnaît. La localisation de son appareil se trouve aussi dans les paramètres. Par exemple, sur une tablette Android de 2016, lorsqu'on sélectionne le menu Sécurité, on accède ensuite à plusieurs options dans lesquelles se trouve Traçage du mobile, où on peut activer la localisation de notre appareil s'il est perdu. On vous invite donc à explorer vos réglages. On va maintenant parler de l'utilisation des phrases de passe ou des mots de passe. Si vous utilisez fréquemment Internet, vous avez dû vite réaliser qu'on nous demande de mémoriser beaucoup de mots de passe de différentes plateformes. Les gens ont souvent deux stratégies, utiliser le même mot de passe partout, ou avoir 50 différents mots de passe et les oublier à chaque connexion. Peu importe à quel point vous oubliez vos mots de passe, il est beaucoup plus sécuritaire d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte. La raison est que si vous êtes victime de piratage ou d'une fuite de données, et que vous avez un seul mot de passe pour tous vos comptes, eh bien, vous venez de donner l'accès intégral à vos informations à des pirates. Au contraire, si vous avez plusieurs mots de passe différents, il sera beaucoup plus difficile pour les gens mal intentionnés de tous les deviner. Si jamais la tâche de changer tous vos mots de passe vous décourage, sachez qu'il est surtout important d'avoir des différents mots de passe reliés à des comptes gouvernementaux et bancaires. Le reste peut attendre. Le problème, bien souvent, c'est qu'on est incapable de se souvenir de nos mots de passe. Selon la chaîne Vox, une personne a en moyenne 27 mots de passe. Pour nous faciliter la tâche, il existe ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe est un logiciel téléchargeable qui est gratuit ou payant et qui vous permet d'écrire vos mots de passe, le site qui y est associé et l'adresse courriel dans un seul endroit. Les gestionnaires de mots de passe demandent un mot de passe pour y accéder, donc ils sont en quelque sorte cryptés, c'est-à-dire invisibles aux virus espions. Il y a plusieurs gestionnaires de mots de passe sur le marché,
Certains bien connus sont LastPass ou Buttercup. Parlons maintenant des autres types de barrières qui existent. Désormais, de nombreux appareils ou comptes en ligne nécessitent un déverrouillage en 2 temps. Généralement, un premier mot de passe standard est demandé, puis un second mot de passe qui a été envoyé soit sur un téléphone ou une adresse courriel est nécessaire pour accéder au compte. Les agences gouvernementales et les banques fonctionnent souvent ainsi. On appelle cette stratégie la double authentification et c'est toujours un gage d'une meilleure sécurité lors de votre connexion. Petit point important, lors de la double authentification, il est primordial de ne pas fournir un numéro de téléphone fixe, c'est-à-dire un numéro de téléphone maison. La double authentification est un message textuel, donc il doit être reçu sur un téléphone intelligent. Votre téléphone de maison ne lira pas le code reçu. C'est la même chose pour votre adresse courriel. Vous devez absolument fournir une adresse qui est la vôtre et avec laquelle vous êtes à l'aise. Selon une étude menée par Microsoft en 2019, 98% des comptes de leurs utilisateurs et utilisatrices qui furent piratés n'utilisaient pas la double authentification. Dans certains appareils récents, il y a aussi l'option de s'authentifier grâce à la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, ce qui représente là aussi un plus haut niveau de sécurité. Vous trouverez ces options dans vos réglages tels que discutés plus tôt. Même si nous parlons ici des mots de passe dédiés au verrouillage de votre appareil, je souhaiterais un peu anticiper sur l'usage de mots de passe d'une manière générale, c'est-à-dire pour tous vos comptes sur vos appareils. Donc là, on parle des comptes courriels, des comptes Amazon, comptes Desjardins en ligne et d'autres. Tout d'abord, savez-vous pourquoi on nous demande des mots de passe de plus en plus complexes? Personnellement, je suis vraiment fatigué de devoir choisir de nouveaux mots de passe de plus en plus bizarres. Mais en fait, il y a une bonne raison à cela. Les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides et peuvent donc deviner, pirater ou hacker plus rapidement des mots de passe. 2 techniques sont utilisées pour hacker les mots de passe des utilisateurs et utilisatrices. Il va y avoir l'hameçonnage, les attaques brutes, soit des tentatives de mots de passe selon 3 techniques, donc l'attaque par dictionnaire. Donc là, c'est quand la personne va tester une série de mots de passe courants provenant du dictionnaire sur un même utilisateur. Ensuite, on va avoir l'attaque par popularité. Donc là, c'est quand le pirate va tester les mots de passe les plus répandus sur plusieurs utilisateurs différents. Par exemple, les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password. Et enfin, il existe d'autres sortes d'attaques qui utilisent des raisonnements mathématiques beaucoup plus complexes. Il faut donc rester à l'affût. Voici un tableau qui vous donne le temps de piratage de différents mots de passe construits à partir du mot banana. Le mot de passe banana est piratable en moins d'une journée avec un ordinateur ordinaire, c'est-à-dire un ordinateur comme le vôtre ou comme le mien. Selon Edward Snowden, un mot de passe de moins de 8 caractères et sans symbole prend moins de 1 seconde à pirater avec un ordinateur performant. Si vous allongez ce mot de passe, Bananas Lemonade est désormais piratable en 3 mois avec un ordinateur standard, mais ça reste facilement piratable par un ordinateur dernière génération. Par contre, si vous ajoutez des chiffres à votre mot de passe ou si vous utilisez des phrases de passe, le code devient maintenant difficilement piratable, même pour un ordinateur très performant. Comptez environ 4000 siècles de calcul pour la phrase de passe We have no bananas. Vous avez sans doute remarqué que la plupart des sites web exigent des chiffres, des lettres majuscules et des caractères spéciaux. C'est normal, c'est pour s'assurer un degré de sécurité minimal pour leurs usagers. Dans cet atelier, on recommande donc de les ajouter à votre phrase. Ce qui est à retenir, c'est que pour une sécurité optimale, tout le monde devrait utiliser des phrases de passe. Retournons maintenant à la protection de votre appareil. Le verrouillage de notre appareil par mot de passe nous protège de l'accès direct à nos données personnelles sur votre appareil. Mais des personnes mal intentionnées peuvent accéder à la mémoire de nos appareils à distance sans jamais avoir besoin de toucher votre appareil. Pour lutter contre ce type de menace, l'utilisation d'un antivirus peut être utile. Ces menaces portent plusieurs noms: virus, trojan, malware, et en 2008, la firme de cybersécurité Symantec répertoriait plus de 1 million de virus différents. Eh bien, les antivirus servent à vous en protéger. Vous pouvez avoir un antivirus comme un ensemble de vaccins pour votre ordinateur. Dès qu'un nouveau virus est identifié, on crée le vaccin et on le met dans l'antivirus. Afin de maintenir leur virus opérationnel, les pirates améliorent constamment ceci, ce qui nécessite des mises à jour des vaccins réguliers. En général, le prix des antivirus reflète à quelle fréquence la base de données est mise à jour.
Un antivirus très cher sera probablement au courant des dernières modifications des virus, alors qu'un antivirus gratuit prendra plus de temps avant de développer de nouveaux vaccins. Il faut aussi garder en tête qu'un service gratuit est toujours synonyme que vos données sont vendues. Pour faire le bon choix d'antivirus, c'est toujours une bonne idée de faire une recherche Google pour lire ce que la communauté a à dire sur leurs expériences. Cela est une bonne pratique pour tout logiciel qu'on souhaite télécharger. On peut aussi visiter des sites web d'experts qui vulgarisent pour nous certaines informations et donnent leur avis sur diverses technologies, comme l'ancien animateur de Salut Bonjour, François Charon. Ce qui est important à garder à l'esprit sont vos besoins. Par exemple, si dans votre appareil se trouvent des dossiers confidentiels de votre clientèle, il sera plus pertinent d'avoir un antivirus payant. Pour aller un peu plus loin, il existe ce que l'on appelle le chiffrement. Cela dit, ce n'est pas un outil indispensable et très peu de gens l'utilisent. C'est plutôt un outil en bonus qu'on vous présente rapidement si jamais vous êtes une passionnée ou un passionné de sécurité. Le chiffrement sert à protéger des données extrêmement sensibles ou des situations à haut risque. L'idée, c'est de cacher ces données dans un coffre-fort numérique par chiffrement, ou cryptage, qui est son anglicisme et qui est un terme un peu plus connu. Le chiffrement de données était auparavant réservé aux professionnels de l'informatique, mais il est désormais accessible au grand public gratuitement. Il existe effectivement des logiciels de chiffrement de fichiers gratuits qui vous assistent dans la mise en place de votre coffre-fort informatique. On peut citer par exemple HackScript ou VeraCrypt. Concrètement, ce n'est rien de compliqué. Il va s'agir d'un dossier dans votre ordinateur qui sera accessible que par l'usage d'un mot de passe très complexe. Même si le fichier pourrait être copié sur un autre appareil, impossible de l'ouvrir sans le mot de passe. Cela rend donc l'accès très difficile autant pour vos proches que pour un pirate informatique, à condition d'utiliser une bonne phrase de passe. Après avoir sécurisé nos données enregistrées dans notre ordinateur, nous pouvons maintenant réfléchir à la protection de nos données lorsque l'on sort de notre ordinateur pour aller sur le réseau Internet. Alors comment reconnaître une connexion sécurisée ? Une connexion sécurisée se repère grâce à la présence des lettres HTTPS qui doivent précéder l'adresse du site que l'on est en train de visiter. HTTP veut d'abord dire Hypertext Transfer Protocol et le S veut dire Secure. L'HTTPS est la version sécurisée de l'HTTP, qui est un protocole de communication sur le réseau Internet. Ce protocole permet la communication des utilisateurs et utilisatrices, comme nous, aux serveurs des données où sont enregistrés les sites web. On demande au serveur du site web de nous afficher les pages Internet que l'on souhaite visiter via ce protocole. L'HTTPS sécurise la connexion dans le sens où elle rend la communication entre le serveur et un utilisateur cachée ou bien cryptée pour un utilisateur extérieur. Autrement dit, avec le HTTP, ce que l'on demande à un serveur web en tant qu'utilisateur ou utilisatrice est parfaitement lisible par n'importe quel autre utilisateur ou utilisatrice. Il ne faudrait pas non plus éviter à tout prix les sites web HTTP, car ils sont nombreux. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'un site HTTP n'est pas nécessairement malveillant. Il sécurise, cela dit, moins bien les échanges avec vous, mais parfois, c'est parce que le site ne demande aucun échange. Cela dit, la version sécurisée est primordiale lorsque l'on veut faire des transactions. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait des transactions ou des échanges de données sensibles, il faut absolument s'assurer que le site est sécurisé. Il faut voir la mention HTTPS. Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre ce que sont les témoins de navigation, ce qu'on appelle communément les cookies. Avez-vous déjà remarqué qu'on vous demandait sur certains sites web, autorisez-vous l'utilisation de cookies ou témoins de navigation, et que vous aviez souvent deux choix, oui ou en savoir plus? Eh bien, les témoins de navigation agissent comme des traceurs. Un témoin de navigation, ou cookie, est un petit fichier texte placé sur votre ordinateur qui permet de sauvegarder des données sur vos habitudes sur Internet. Un témoin de navigation contient un numéro unique qui vous est attribué, et ce numéro, communément appelé un identifiant, permet de reconnaître votre navigateur sans toutefois pouvoir établir votre identité. Les témoins de navigation ont d'abord été inventés par le programmeur Lou Montulli en 1994 et leur but était tout simplement que les serveurs de magasins en ligne se souviennent de nos achats. L'idée de départ était donc celle-ci. Si on met un pantalon dans notre panier de commande sans l'acheter, ce pantalon reste dans notre panier de commande à notre prochaine connexion, même si on se connecte 2 mois plus tard. Aujourd'hui, les témoins de navigation servent encore à cela, mais leur utilisation est devenue beaucoup plus large. Voyons voir comment à l'aide d'un exemple. Écrivez rigardo.com dans votre barre d'adresse.
Le site de Ricardo vous demande « Acceptez-vous les témoins de navigation ?» Vous répondez oui. Vous cherchez des recettes de gâteaux au chocolat? Première requête. Ricardo.com vous répond en vous montrant ces recettes, sauf qu'en parallèle, il attribue à votre navigateur web un numéro choisi au hasard. Par exemple, JTT P56MC32. Vous envoyez une deuxième requête en cherchant une recette de poulet au beurre. Le serveur de Ricardo.com va se dire « Ah mais je connais cette utilisatrice, c'est JTT P56MC32. » Je vais lui répondre et lui montrer des recettes de poulet au beurre. Une semaine plus tard, vous retournez sur le site de Ricardo et vous remarquez qu'en première page se trouvent des recettes de poulet au beurre et de gâteaux au chocolat. Ça, c'est parce que le serveur s'est souvenu de votre identifiant et il adapte donc sa recherche en fonction des informations qu'il a récoltées sur vous. Notre exemple est très simple et il touche à vos recherches. Les cookies récoltent, cela dit, une banque très complexe d'informations. Ces informations concernent votre comportement en ligne, vos clics, votre temps passé sur une page, vos recherches, vos favoris, vos partages et bien plus encore. Ce sont donc les fameux cookies qui permettent d'avoir une expérience très personnalisée du web. C'est aussi par cette même méthode que les compagnies identifient des profils sociaux types afin de les étudier et de mieux cibler à des fins marketing. Puis, 2 jours plus tard, vous remarquez que des recettes de gâteaux au chocolat apparaissent sur votre fil d'actualité Facebook. Ça, c'est parce que l'autorisation que vous aviez donnée à Ricardo.com stipulait que les données recueillies étaient partagées avec Facebook. C'est ce qu'on appelle des third-party cookies. Plus souvent qu'autrement, lorsqu'on donne l'autorisation à un site web d'utiliser les témoins de navigation, ce site partage des informations avec plusieurs autres sites, voire parfois des centaines. C'est ce qui explique pourquoi on se sent écouté et suivi. C'est parce qu'on donne notre autorisation aux témoins de navigation et qu'on navigue sur des sites qui en utilisent automatiquement tels que YouTube, Google et Facebook. Simplement en utilisant ces 3 plateformes, on peut avoir l'impression qu'Internet nous connaît. Alors, imaginez quand on donne notre autorisation à tous les sites d'utiliser leurs cookies. Voyons voir ce qui arrive quand on refuse les témoins de navigation. Lorsque l'on refuse d'utiliser les cookies, c'est comme si le serveur web ne pouvait plus voir nos actions passées. Pour lui, c'est comme si on se connecte sur le site web pour la première fois. Il ne nous reconnaît pas, nous n'avons plus d'identifiant. Donc, notre expérience du site est moins personnalisée. On voit moins de contenu qui cible nos intérêts. Ça demande un effort de plus pour trouver ce qui nous intéresse, mais ça nous donne aussi une plus grande impression de contrôle. L'idée des témoins de navigation n'est pas que les sites internet veulent nous connaître personnellement, c'est qu'ils veulent créer des bases de données publicitaires. Par exemple, en analysant ma navigation sur le web, des compagnies pourraient vite détecter que j'aime les gâteaux au chocolat, que je suis intolérant au gluten et que j'aime le skateboard. Dans leur base de données, il pourrait exister un profil type de personne qui est intolérante au gluten, qui aime le gâteau au chocolat et le skateboard. Mais mon prénom, mon adresse ou quoi que ce soit d'autre qui permettrait de me retrouver ne se trouvera pas dans cette base de données. Ensuite, ces compagnies vont donc tenter maintenant de vendre des gâteaux au chocolat à tous les skateboarders allergiques au gluten qu'elles rencontrent. Ce qui est important à retenir, c'est que vos données confidentielles ne sont jamais utilisées ou analysées. Lorsque les plateformes se vantent de protéger votre anonymat, c'est bien vrai, sauf qu'elles récoltent autre chose. Voyons voir la différence maintenant entre vos données confidentielles et ce qu'on appelle vos données résiduelles, celles qui sont récoltées par les algorithmes et les cookies. Donc voici la différence entre vos données sensibles et personnelles. Vos données sensibles sont par exemple vos problèmes de santé ou diagnostics, vos résultats scolaires, vos numéros de carte bancaire ou votre NAS. Ces données ne sont en aucun cas récoltées par les témoins de navigation ou les algorithmes puisque des lois régissent leur sécurité. Et avec raison. En aucun cas, les compagnies ont besoin de ces informations pour faire leur ciblage publicitaire. Cela dit, gardez en tête que si vous faites plusieurs recherches sur une maladie physique pendant des années, il se peut que les algorithmes pensent à tort ou à raison que vous êtes atteint de la dite maladie. Donc, la ligne entre les données sensibles et personnelles devient mince, voire floue. Les données personnelles peuvent être vos clics, votre temps passé sur une page web, vos recherches, une approximation de votre ville de résidence, une approximation de vos intérêts et de vos goûts de par vos recherches, vos mentions j'aime, vos commentaires. Ce sont ces données-là qui intéressent les compagnies puisqu'elles servent à dresser un portrait général d'une clientèle, comme mentionné plus tôt. Il faut garder en tête que si les réseaux sociaux ou certains logiciels sont gratuits, c'est qu'ils génèrent leurs revenus ailleurs, en vendant les analyses de nos données résiduelles à des compagnies qui les achètent.
donc vous devenez en quelque sorte leur produit. Il existe aussi l'option d'opter pour la navigation privée. Peu importe votre navigateur, que ce soit Safari, Chrome ou Firefox, vous avez toujours un onglet dans lequel se trouve une option de navigation privée ou Private Window si votre appareil est en anglais. Se balader sur le web en navigation privée permet qu'il n'y ait aucune donnée temporaire d'enregistrer, que rien ne soit enregistré dans l'historique et que toutes les données écrites comme les mots de passe sont automatiquement oubliées. Certaines options de navigation privée permettent de se protéger partiellement des cookies tels que Firefox, mais d'autres ne nous protègent pas, par exemple Google Chrome qui trace nos données en mode privé ou non. Donc l'utilisation des fenêtres de navigation privée ne permet pas d'être invisible mais permet d'être discret ou discrète, surtout auprès de notre entourage proche. Par exemple, si je veux faire un cadeau à un de mes proches et qu'on vit sous le même toit. Il ne faut pas confondre la notion de discrétion et d'invisibilité. C'est impossible d'être complètement invisible sur le web, on laisse toujours des traces, des vraies pistes ou des fausses pistes. Si vous utilisez Internet assez souvent, vous avez dû vous rendre compte que de plus en plus de sites web vous recommandent ou nous imposent de créer un compte et de se connecter avec des identifiants afin de pouvoir accéder aux services. Lorsque l'on se connecte sur un site web à l'aide d'un compte, c'est-à-dire avec ses identifiants et son mot de passe, eh bien, on s'identifie, tout simplement. Nos informations, nos choix et nos préférences seront enregistrés dans la base de données du site web, plus besoin de témoins de navigation car on a été identifié. L'avantage et les inconvénients sont les mêmes que pour l'utilisation des cookies. D'un côté, cela me permet d'avoir un site web qui s'adapte à mes besoins et à mes centres d'intérêt, mais de l'autre côté, je fournis des données précieuses aux compagnies privées qui commercialisent les données comportementales de ces usagers. Avez-vous déjà remarqué que Apple, Facebook et Google offrent la possibilité à des sites web externes d'utiliser leur compte pour s'identifier? Concrètement, on peut lire « Continuez avec Google »,« Continuez avec Facebook » ou bien « Continuez avec Apple ». C'est bien sûr un moyen facile pour eux de continuer à enregistrer notre activité en dehors de leur logiciel. Pour aller un peu plus loin, on peut parler brièvement de l'adresse IP. Une adresse IP, c'est votre adresse dans le monde du numérique. Elle est composée de nombres entrecoupés de points, et c'est votre fournisseur d'accès Internet qui vous assigne votre adresse IP. C'est un peu l'équivalent d'un code postal. Notre adresse IP fait deux choses. Elle permet au fournisseur Internet, par exemple Vidéotron, de savoir quel site Internet notre code fréquente, et ça permet au site de voir quel code le visite. Étant donné que c'est l'équivalent d'un code postal, ni l'un ni l'autre ne sait réellement quel individu visite quoi. Ils peuvent savoir que c'est quelqu'un qui habite dans le secteur de Verdun de Montréal, par exemple. Certaines personnes, comme les personnes qui travaillent de la maison pour une compagnie ou les personnes qui veulent accéder à du contenu Internet de d'autres pays dans le monde, peuvent être intéressées à utiliser ce qu'on appelle un VPN, un Virtual Private Network. Un VPN, c'est une adresse IP différente qui est utilisée pour cacher votre réelle adresse IP. Notre code postal devient donc un différent code postal. Par exemple, si je veux écouter un film distribué seulement en Norvège, je pourrais utiliser un VPN qui me donne une adresse IP norvégienne. Je pourrais alors écouter le film que je ne pourrais pas écouter avec mon adresse IP canadienne. Dans cette partie, nous allons discuter de comment protéger nos données personnelles qu'on communique volontairement, notamment sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est nouveau sur Facebook, Instagram, Twitter ou bien TikTok et même Spotify, il peut être difficile de comprendre où est-ce qu'on doit partager l'information. En parallèle, il peut être difficile de comprendre qui est-ce qui la reçoit. Après tout, sur Facebook, il y a beaucoup d'endroits où partager un message. Le fil d'actualité, Messenger, les sections commentaires, les groupes, les événements et les profils des autres personnes. Or, la question la plus importante à toujours se poser est: est-ce qu'il s'agit d'un espace privé ou d'un espace public? En cas de maladresse, il est aussi primordial de savoir comment effacer du contenu avant d'en publier. Selon le ministère de l'Éducation français, les réseaux sociaux désignent un ensemble de services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet. Et il en existe présentement des centaines. Les plus connus sont Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, Spotify, Reddit, LinkedIn et Snapchat pour ne nommer que ceux-ci. Il est donc important de garder en tête qu'avec tout réseau social vient des paramètres de confidentialité. Si nous n'allons pas modifier ces paramètres, notre contenu pourrait être public sans même qu'on s'en rende compte. C'est le cas de Spotify, qui par défaut rend vos écoutes publiques.
Donc si votre employeur tape votre nom dans la barre de recherche Spotify, il peut voir que vous écoutez Cœur de pirate durant l'après-midi. Or, il est possible de rendre ces écoutes privées sur Spotify, mais seulement si on accède aux paramètres de confidentialité. Pour aller un peu plus loin, il existe davantage de trucs pour bien contrôler son identité sur Internet. Des trucs qui peuvent vous paraître superflus ou au contraire très utiles. Par exemple, nous ne sommes pas obligés de porter notre vrai nom lorsque nous nous inscrivons à un réseau social. On peut en utiliser un différent ou un semblable, mais qui ne correspond pas exactement. Même chose pour votre ville. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous habitez à Montréal. Vous pouvez ne rien écrire ou écrire que vous habitez à Punjab, en Inde. En fait, il est primordial de savoir qu'en aucun cas, nous sommes obligés de divulguer notre ville de naissance, notre emploi, notre date de naissance complète. Les réseaux sociaux vous le demanderont car pour eux, ça signifie plus d'informations ou plus de revenus. Mais sachez que vous n'êtes jamais obligé d'obtempérer. On parle beaucoup de réseaux sociaux depuis le début de l'atelier, mais il existe aussi les applications. Les fameuses apps qu'on télécharge via le App Store ou le Play Store. Qu'il s'agisse de jeux d'échecs, de dessins, de jeux en ligne ou hors ligne, les applications vous demanderont elles aussi des informations. Libre à vous d'utiliser votre vrai nom et une photo de votre visage. Vous pourriez tout à fait utiliser un pseudonyme ou une photo de chat pour vous représenter. Ensuite, il peut être intéressant de comprendre qui est le propriétaire du contenu que vous partagez en ligne, car souvent, vous n'êtes pas la seule. Il peut être donc utile de survoler les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes si le sujet vous intéresse. Nous avons également notre atelier Mon contenu en ligne m'appartient-il qui navigue justement à travers ces questions. Voyons voir un exemple de comment accéder aux paramètres de confidentialité de Facebook. Bien entendu, ces réglages ne seront pas aux mêmes endroits dépendamment du réseau social qu'on utilise. Il suffit donc de les trouver. Pour l'instant, écoutons un tutoriel d'environ 1 minute offert par l'équipe de la Vérif de Radio-Canada. Savez-vous qu'il y a une étude menée par l'Université Stanford qui démontre qu'après seulement 150 clics j'aime sur Facebook, l'intelligence artificielle arrive à dresser un profil de vous qui est plus précis que ce que peut faire un membre de votre propre famille. Tout ça pour dire que tout ce qu'on fait sur Facebook laisse des traces et en dit très long sur nous. Mais peut-on se protéger ou au moins limiter la diffusion de nos informations personnelles? Première chose, on peut d'abord limiter qui peut nous voir sur Facebook. Pour ça, il faut cliquer sur le petit triangle qui est situé en haut à droite de l'écran et choisir Paramètres. Ensuite, allez complètement à gauche et sélectionnez Confidentialité. C'est là que vous allez décider qui peut voir vos futures publications. Vous allez pouvoir examiner les publications dans lesquelles vous apparaissez et aussi limiter l'accès à vos vieilles publications. Si dans le passé, vous avez publié des bêtises, c'est peut-être une bonne chose à faire. C'est également dans cet onglet qu'on peut déterminer qui peut retrouver notre profil et qui peut voir la liste de nos amis. Si jamais la sécurité de votre compte Facebook vous intéresse davantage, nous vous invitons à suivre notre atelier Comment se repérer et sécuriser son compte Facebook. Vous l'aurez deviné, la sécurité en ligne est plus importante que jamais. On peut vouloir le faire pour des raisons éthiques, politiques et économiques, puisque protéger ces informations, ça sert à se protéger contre l'hameçonnage et la fraude, se protéger des virus, participer le moins possible à la traque de nos données, et finalement donner moins de pouvoir de contrôle aux géants du web, mais aussi au gouvernement. Le monde du numérique devient un espace de vie où les personnes s'amusent, s'instruisent, s'échangent des idées et des biens, et tissent des liens sociaux. Comme les parcs, les terrains de sport, les bibliothèques ou les cinémas sont des lieux de vie en société. Considérant que nous sommes de plus en plus nombreux à fréquenter Internet, de plus en plus longtemps, il devient vraiment primordial de comprendre nos droits et intérêts pour favoriser une saine hygiène de vie numérique. Donc fréquenter Internet, c'est devenir en quelque sorte un citoyen ou une citoyenne d'Internet, et c'est un endroit où nous devons aujourd'hui défendre nos droits si nous tenons à nous y sentir bien. C'est maintenant la fin de l'atelier. Voici les ressources qui pourraient améliorer votre sécurité en ligne. On vous invite, comme toujours, à faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Merci et à bientôt.